année en prépa. Une année en prépa. Les plus anciens d'entre vous connaissent peut-être l'histoire de l'entreprise Kodak. En 1980, c'était une multinationale florissante. Elle avait quasiment le monopole du marché des appareils photo et des films photographiques. 145 000 employés travaillaient pour elle dans le monde. Au milieu des années 90, son chiffre d'affaires annuel avoisinait les 16 milliards de dollars. Puis, l'industrie de la photographie connut un bouleversement majeur avec l'émergence de la photographie numérique, qui concurrença rapidement la technique de l'argentique. Incapable d'accompagner cette révolution qu'elle avait pourtant contribué à faire éclater, Kodak connut alors un long déclin, qui aboutit à son dépôt de bilan en 2012. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue une compagnie de taille modeste, qui n'a plus rien de sa superbe d'antan. L'ancien empire qu'elle exerçait a pris les proportions d'une petite principauté provinciale, dont le pouvoir s'exerce désormais sur une niche grosse comme une réserve d'Indiens. Toutes choses égales par ailleurs, l'histoire de Kodak ressemble assez à celle que connut sur le marché de la production intellectuelle, la philosophie. Véritable marque déposée, cette dernière a exercé pendant 2 millénaires un impérialisme sans partage sur tout le vaste domaine de la connaissance théorique. Était considérée comme philosophe toute personne qui se piquait de connaître les lois universelles qui régissent le monde et les hommes. Dans toute sa splendeur, le mot philosophie évoquait rien de moins que le système entier de la connaissance rationnelle. Chez les stoïciens, par exemple, la philosophie couvrait la physique, aussi bien que la morale et l'étude des lois de la connaissance. Chez Aristote, le domaine couvert par la compétence philosophique recouvre la physique, la zoologie, l'anthropologie, la cosmologie, la morale, la politique, l'économie, la logique et ainsi de suite. Et même chez Descartes, au XVIIe siècle, quand les choses commencent pourtant à tourner mal pour les philosophes, la philosophie est conçue comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique et les diverses branches, les sciences pratiques, comme la médecine ou la mécanique, qui résultent de la connaissance des lois physiques. Quand le 5 juillet 1687, Isaac Newton publie le Maître Livre où il pose les fondations du modèle standard de la physique moderne, le titre de l'ouvrage demeure encore inféodé à la Philosophie Incorporated, principe mathématique de la philosophie naturelle. C'est son titre. Dans toute l'histoire de la philosophie, cette branche, qui s'appelle la philosophie naturelle, ou plus sobrement la physique, a toujours représenté une filiale stratégique dont l'activité des autres filiales, la morale, la politique, la métaphysique, la théorie de la connaissance, dépendait étroitement. Par exemple, beaucoup de préceptes éthiques défendus par Aristote, à commencer par sa conception de la vertu, reposent sur une certaine vision de l'ordre naturel et de la place que l'homme est censé occuper dans cet ordre. De la même façon, il serait très difficile de comprendre ou de justifier la morale stoïcienne en faisant l'économie de la vision particulière que les stoïciens avaient de l'univers, une vision que ne partageaient pas du tout les épicuriens, pour qui l'univers était un vaste système chaotique. Du point de vue éthique, la différence entre ces deux écoles se joue essentiellement sur la question de la physique. L'émergence de la physique moderne à partir du XVIIe siècle fut donc à la philosophie naturelle, ce que le surgissement du numérique fut à la photographie argentique. La maison mère s'est vue progressivement amputée de sa filiale la plus importante. Ce fut d'abord la physique de la matière qui commença à ouvrir boutique sous sa propre enseigne, mais elle fut suivie rapidement par la physique du vivant, la biologie, puis par la physique de l'animal, la zoologie, puis par la physique de l'homme, l'anthropologie et la physique de l'âme, la psychologie, inévitablement, et progressivement la physique de tout ce qui peut concerner, de près ou de loin, la nature humaine, et qu'on nomme désormais les sciences humaines et sociales. Comme on voit, la filiale émancipée a déposé sa marque, elle se fait maintenant appeler Science Incorporated, et elle est devenue la maison mère d'un vaste empire intellectuel qui essaime dans tous les continents et dans toutes les régions du savoir. Quant à la vieille maison Kodak, elle a toujours ses locaux au même endroit, place de la Sorbonne, où elle vivote comme une enseigne provinciale. Elle ne s'est jamais vraiment remise du coup de calgon qu'elle a subi, mais elle a su réagir vigoureusement en se constituant une petite niche bien à elle. Au prix d'un travail acharné, la marque Philosophie Incorporated a su se réinventer pour continuer à exister.
Loin de l'impérialisme qu'elle exerçait jadis, elle est devenue une entreprise familiale qui s'est spécialisée sur un segment assez resserré de la production intellectuelle, dont elle tente, tant bien que mal, de conserver le monopole. Pour dire les choses plus simplement, la philosophie est devenue une discipline parmi d'autres, et non plus cette matrice intellectuelle qui régissait l'ensemble de la connaissance. Un professeur de philosophie, dont la définition étroite et sectorielle qu'on donne maintenant de lui, aurait sans doute paru étrange à un bourgeois gentilhomme du XVIIe siècle. Auprès de lui, un monsieur Jourdain ne pourrait plus apprendre ni la logique, ni la physique des tourbillons, pour ne rien dire de la grammaire ou de l'art d'écrire en prose. C'est la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés des corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la grêle, la neige, les vents et les tourbillons. Une telle redéfinition du travail philosophique n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, non plus que le fait de vouloir maintenant restreindre la discussion dialectique à des domaines où elle peut encore montrer sa pleine utilité. Mais cette situation présente tout de même un énorme risque. C'est le risque de donner prétexte au philosophe de s'enfermer jalousement dans son domaine de compétence, dans sa niche de philosophe, en se désintéressant superbement de tout ce qui relevait auparavant du domaine de la philosophie naturelle. Prétextant que l'étude de la physique est désormais du ressort de la science, le philosophe pourrait y voir une invitation à s'en détourner, pour mieux se concentrer sur ce qu'il considère comme son cœur de métier. Et c'est là que réside l'imposture. Car on conçoit très bien qu'un spécialiste de la biologie puisse ignorer les travaux d'un spécialiste de la physique quantique. On conçoit aussi très bien qu'un spécialiste de la tectonique des plaques puisse faire correctement son travail sans avoir à se mêler de philosophie. En revanche, priver la philosophie de tout rapport avec les progrès de la connaissance scientifique, cela revient concrètement à se proposer de fonder une morale ou une métaphysique en faisant l'économie de toute philosophie naturelle. C'est probablement tout à fait impossible. Sans la biologie d'Aristote, on ne peut pas concevoir une éthique de la vertu. Sans l'idée d'un cosmos bien organisé, il n'y aurait pas non plus de morale stoïcienne, pas plus qu'il n'y aurait de morale épicurienne sans le vide et les atomes. Il est tout simplement impossible pour le philosophe de faire correctement son travail s'il se désolidarise, si peu que ce soit, d'une connaissance des phénomènes. Et cette connaissance, c'est aux différentes sciences que, maintenant, au gré de ses besoins, il doit désormais aller poliment la demander.